Le millionnaire monta en silence et s'arrêta en entendant la chanson. L'infirmière chantait doucement pour son fils endormi. Il n'avait jamais entendu autant de douceur dans une voix si simple. À cet instant, sa vie et celle de l'infirmière changea à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le couloir de l'hôpital Sainte-Croix était animé en ce lundi matin. Médecins et infirmières se déplaçaient rapidement entre les chambres de l'aile pédiatrique, portant des planches et des équipements. Dans la chambre 304, Mathieu restait assis dans son fauteuil roulant, le regard fixé sur la fenêtre qui donnait sur le jardin de l'hôpital. Ses petits doigts serraient légèrement l'accoudoir du fauteuil, tandis que le soleil du matin caressait son visage pâle à travers la vitre. François Dubois, son père, observait son fils de loin, appuyé contre le chambranle de la porte. Vêtu d'un costume Armani impeccable, il tenait une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. Son visage austère ne révélait rien de la tempête d'émotions qui le consumait intérieurement. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait changé leur vie à jamais. Et chaque jour qui passait, il sentait son fils s'éloigner davantage, plongé dans un monde particulier auquel il n'avait pas accès. L'homme d'affaires consulta sa Rolex en or. Il était en retard pour une réunion importante avec des investisseurs étrangers. Son réseau d'hôtels de luxe était en expansion et les engagements se multipliaient. Mais comment partir et laisser son fils là, si seul? La culpabilité le rongeait, même en sachant que Mathieu était entouré des meilleurs professionnels que l'argent pouvait payer. Dr Pierre, le neurologue responsable du cas, s'approcha d'un pas léger. « Monsieur Dubois, pouvons-nous parler un moment ?» François acquiesça, suivant le médecin jusqu'à son bureau. Les murs étaient décorés de diplômes impressionnants d'universités renommées, mais aucun de ces titres n'avait réussi à ramener son fils. « Monsieur Dubois, je sais que vous avez beaucoup investi dans le traitement de Mathieu, mais nous devons envisager de nouvelles approches. Les méthodes conventionnelles ne produisent pas l'effet escompté, » commença le médecin, ajustant ses lunettes à monture dorée. « Nous avons engagé une nouvelle infirmière pour l'équipe, Sophie Lambert. Elle a une méthodologie différente dans le traitement des enfants traumatisés. » François fronça les sourcils, méfiant. « Différente comment, docteur? Nous avons déjà essayé toutes sortes de thérapies alternatives. » Sa voix portait la fatigue d'innombrables tentatives infructueuses. « Sophie travaille avec la musicothérapie et l'art-thérapie. Elle a obtenu des résultats impressionnants dans d'autres cas similaires, » expliqua le médecin, lui tendant un dossier avec le curriculum vitae de l'infirmière. François feuilleta les documents sans grand intérêt. Diplôme d'université publique, expérience dans de petits hôpitaux, rien qui ne l'impressionna particulièrement. À ce même moment, à l'extérieur du bureau, une femme de 32 qui en marchait dans le couloir. Sophie Lambert portait un simple sac en tissu duquel on pouvait voir le bout d'une poupée de chiffon artisanale. Ses pas étaient fermes mais doux, comme si elle respectait le silence nécessaire d'un environnement hospitalier. Ses yeux bruns transmettaient une sérénité qui contrastait avec l'atmosphère tendue du lieu. En passant devant la chambre 304, Sophie s'arrêta un instant. Elle observa le garçon à travers la vitre, remarquant comment ses yeux semblaient chercher quelque chose au-delà de l'horizon visible. Sans le savoir, elle était sur le point d'entamer un voyage qui changerait non seulement la vie de Mathieu, mais aussi la sienne et celle de François. Dr Pierre poursuivait son explication. « Monsieur Dubois, je sais que vous êtes habitué à des professionnels de renom, mais je vous demande de donner une chance à cette nouvelle approche. Parfois, c'est dans la simplicité que nous trouvons les réponses les plus profondes. » François soupira, passant la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes. Le poids de la responsabilité et de la solitude le faisait paraître plus vieux que ses 42 ans. Son esprit revint à ce matin fatidique d'il y a 2 ans, l'appel téléphonique, la course à l'hôpital, le monde s'écroulant en quelques minutes. Depuis lors, il vivait en pilote automatique, partageant son temps entre réunions d'entreprise et visites à l'hôpital, sans être vraiment présent ni dans l'un ni dans l'autre. « Très bien, docteur. Vous pouvez essayer, » accepta-t-il finalement. Plus par épuisement que par conviction. Mais je veux des rapports quotidiens sur tout progrès ou régression. Pendant ce temps, Sophie organisait son matériel dans la salle des infirmiers. Parmi ses affaires se trouvait un petit journal où elle notait ses observations sur chaque patient.
Sur la première page blanche, elle écrivit de son écriture délicate « Mathieu Dubois, 6 ans. Diagnostic physique, paraplégie, diagnostic. Émotionnel encore à découvrir. » Sophie ajusta son badge dans la poche de sa blouse blanche et respira profondément avant d'entrer dans la chambre 304. C'était son premier jour officiel comme infirmière de Mathieu et elle savait que les premiers moments seraient cruciaux. D'un pas léger, elle s'approcha du fauteuil roulant où le garçon restait immobile, contemplant toujours la fenêtre. « Bonjour Mathieu », dit-elle d'une voix sereine sans attendre de réponse. Elle s'assit sur une chaise proche, maintenant une distance respectueuse. De son sac, elle sortit la poupée de chiffon que sa grand-mère avait spécialement confectionnée pour cette occasion. C'était un petit bonhomme simple, vêtu d'une salopette bleue avec des cheveux de laine et un sourire brodé de fil rouge. « Voici Léo », présenta-t-elle, plaçant la poupée sur la table d'appui. « Tu sais, Mathieu, Léo non plus ne peut pas marcher, mais il adore la musique. En fait, c'est le meilleur auditeur que j'ai jamais rencontré. » Sophie sourit, commençant à fredonner doucement une mélodie ancienne que sa grand-mère avait l'habitude de chanter. De l'extérieur de la chambre, François était revenu de sa réunion plus tôt que d'habitude. Quelque chose le poussait à être là, même s'il ne savait pas expliquer quoi. Il s'arrêta près de la porte, observant l'interaction à travers la vitre. Son expression révélait un mélange de scepticisme et d'espoir contenu. Sophie poursuivait sa routine, vérifiant les signes vitaux de Mathieu et prenant les notes nécessaires, toujours en conversant naturellement, comme si le silence du garçon n'était qu'une pause dans un dialogue continu. « Savais-tu que Léo a une histoire pour chaque musique qu'il connaît? Aujourd'hui, il m'a raconté l'histoire d'un papillon qui dansait dans le jardin. » C'est alors que quelque chose de subtil, presque imperceptible, se produisit. Les doigts de Mathieu, auparavant rigides sur l'accoudoir du fauteuil, bougèrent légèrement en direction de la poupée. Sophie le remarqua mais ne fit pas de commentaire. Elle continua à fredonner, tout en organisant les médicaments du matin. François, toujours dans le couloir, sentit son cœur s'accélérer. C'était le premier mouvement spontané qu'il voyait son fils faire depuis des semaines. Il voulut entrer dans la chambre, mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce la peur de briser ce moment fragile, ou peut-être la conscience que, pour la première fois, quelqu'un réussissait à traverser la barrière invisible que Mathieu avait construite autour de lui. Sophie prit la poupée et la plaça délicatement sur les genoux de Mathieu. Léo est parfois fatigué de rester assis. Il aime quand quelqu'un le tient un peu, expliqua-t-elle naturellement. À sa surprise, Mathieu ne rejeta pas la poupée. Ses petits doigts touchèrent légèrement le tissu doux de la salopette bleue. Du couloir, François observait la scène avec un nœud dans la gorge. Cette infirmière simple, avec ses méthodes peu conventionnelles, réussissait quelque chose que les spécialistes les plus renommés n'avaient pas accompli. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une pointe d'espoir véritable. Sophie continuait son travail, chantant maintenant une autre mélodie douce, tout en changeant les draps du lit. Ses mouvements étaient fluides et calmes, comme si elle dansait une valse silencieuse à travers la chambre. L'atmosphère, auparavant chargée d'une lourdeur palpable, commençait à gagner une légèreté presque imperceptible. « Tu sais, Mathieu, » continua-t-elle tout en arrangeant les oreillers, « Léo m'a dit que cette chambre a la meilleure vue sur le jardin. Il a adoré voir les oiseaux dehors. As-tu remarqué les fleurs jaunes qui ont poussé près du banc? » C'est à ce moment que François remarqua quelque chose d'extraordinaire. Les yeux de Mathieu, auparavant fixés sur un point distant, s'étaient légèrement déplacés vers la fenêtre, comme s'il voulait vraiment voir les fleurs que Sophie mentionnait. C'était un mouvement minuscule, mais chargé de signification. Sophie termina ses procédures du matin avec le même calme qu'elle avait commencé. « Maintenant, je dois aller voir d'autres amis, » dit-elle, se préparant à sortir. « Léo peut rester avec toi jusqu'à demain? Il m'a dit qu'il aimerait t'entendre plus d'histoires. » À l'étonnement de François, Mathieu serra légèrement la poupée contre sa poitrine, un geste si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu pour des yeux moins attentifs. Sophie sourit, comme si cette petite victoire était exactement ce qu'elle attendait. Dans la demeure des Dubois, François marchait nerveusement dans son bureau décoré de meubles classiques et d'œuvres d'art précieuses. La réunion, avec les actionnaires, s'était terminée depuis des heures, mais il restait là, revivant mentalement la scène qu'il avait observée à l'hôpital. Le geste subtil de Mathieu vers la poupée de chiffon ne quittait pas son esprit.
Ses yeux se posèrent sur une photographie sur l'étagère. Mathieu a 4 ans, souriant largement, tout en jouant dans le jardin avec sa mère, Élise. L'image capturait un moment de pur bonheur, si éloigné de la réalité actuelle qu'il semblait appartenir à une autre vie. Élise, avec ses cheveux châtains au vent et ses yeux brillants, dégageait une joie contagieuse qui avait toujours été capable d'illuminer n'importe quel environnement. Monsieur Dubois, la voix de Marguerite, la gouvernante qui travaillait depuis 15 ans avec la famille, interrompit ses pensées. Le dîner est servi. François consulta l'horloge, 21h30. Il avait encore perdu la notion du temps. « Vous pouvez ranger, Marguerite. Je n'ai pas faim. » La gouvernante hésita à la porte, ses mains serrant son tablier avec inquiétude. « Vous devez vous alimenter. Cela fait déjà 2 jours que vous ne touchez presque pas à la nourriture. » Sa voix portait le ton maternel de quelqu'un qui connaissait profondément les habitudes de la maison et de ses occupants. À l'étage, la chambre de Mathieu restait intacte, exactement comme elle était le matin de l'accident. Les jouets rangés sur les étagères, le papier peint avec de petits avions, la collection de petites voitures qu'il aimait tant. Marguerite maintenait tout impeccablement propre, comme si à tout moment le garçon pouvait revenir en courant pour jouer. François monta les escaliers, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Il s'arrêta devant la porte de la chambre de son fils et, après un moment d'hésitation, entra. Le doux arôme de lavande, le même parfum qu'Élise utilisait, flottait encore dans l'air, grâce au sachet que Marguerite insistait à garder dans les tiroirs. Il s'assit dans le petit fauteuil à côté du lit, celui où Élise avait l'habitude de lire des histoires à Mathieu avant de dormir. Il ferma les yeux et, pendant un moment, put entendre clairement sa voix entonnant des berceuses, le rire cristallin de Mathieu résonnant dans les couloirs. « Monsieur Dubois !» Marguerite appela à nouveau, cette fois avec une tasse de thé sur un plateau. « Je vous ai apporté une tisane de camomille. Ça aide à calmer. » François accepta la tasse, plus pour le geste d'affection que pour la boisson elle-même. « Marguerite, vous souvenez-vous des chansons qu'Élise chantait à Mathieu ?» La gouvernante sourit, ses yeux s'embuant légèrement. « Comment pourrais-je oublier ? Madame Élise avait une voix magnifique. Le petit demandait toujours celle sur l'oiseau bleu. » L'homme d'affaires acquiesça, se souvenant de la mélodie que sa femme avait créée spécialement pour leur fils. C'était une chanson simple, sur un oiseau qui voyageait à travers le monde en apportant la joie aux gens. Mathieu avait l'habitude de battre des mains en rythme, ses petits yeux brillants d'enchantement. « Aujourd'hui, » commença François, sa voix plus douce que d'habitude, « j'ai vu quelque chose de différent à l'hôpital, une nouvelle infirmière. Elle a chanté pour Mathieu. Et il a réagi, Marguerite. C'était quelque chose de très petit, mais... » La gouvernante s'assit au bord du lit, chose qu'elle n'aurait jamais faite en circonstances normales. « Parfois, Monsieur Dubois, ce sont les petites choses qui font la plus grande différence. Madame Élise disait toujours cela. » François se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Le jardin, autrefois si plein de vie et de couleurs, Élise adorait. Les fleurs étaient maintenant méticuleusement entretenues mais sans la même vibration. Tout comme la maison, comme sa vie, comme Mathieu, tout semblait exister seulement en surface, sans l'essence qui débordait auparavant. « Je dois faire quelque chose, Marguerite, » dit-il, plus pour lui-même que pour la gouvernante. « Je ne peux pas continuer à simplement observer mon fils disparaître un peu plus chaque jour. » Marguerite se leva, ajustant son uniforme. « Vous le faites déjà, Monsieur Dubois. Vous permettez à différentes personnes d'essayer d'aider. Madame Élise serait fière. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, François ne travailla pas jusqu'à l'aube. Après que Marguerite se fut retirée, il resta dans la chambre de Mathieu, feuilletant d'anciens albums photos. Dans l'un d'eux, il trouva une image qu'il avait oubliée. Élise, enceinte, chantant dans un karaoké lors d'une fête de famille. Son sourire était radieux, les mains posées sur son ventre pendant qu'elle entonnait une chanson d'amour. Le souvenir le frappa comme une vague. Élise disait toujours que la musique avait le pouvoir de guérir l'âme. « Quand les mots échouent, » disait-elle souvent, « la mélodie parle directement au cœur. » Peut-être, pensa François, que cette nouvelle infirmière, avec sa poupée de chiffon et ses chansons simples, avait découvert le chemin que tous les spécialistes avaient ignoré. Le lendemain matin, Sophie arriva plus tôt à l'hôpital.
Elle portait une petite boîte à musique ancienne, cadeau de sa grand-mère, avec ses notes habituelles. En entrant dans la chambre 304, elle trouva Mathieu encore endormi, la poupée Léo blottie dans ses petits bras. Docteur Pierre l'intercepta dans le couloir avant qu'elle ne puisse commencer ses procédures. « Sophie, je dois vous avertir. Monsieur Dubois est un homme très influent et extrêmement protecteur envers son fils. Plusieurs professionnels ont déjà essayé différentes approches et ont été congédiés. » Sophie ajusta la boîte à musique dans ses mains, souriant sereinement. « Docteur, je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit. Je suis ici pour Mathieu. » Dans la chambre, Mathieu commençait à se réveiller. Ses yeux, normalement distants, se fixèrent immédiatement sur la poupée qu'il tenait encore. Sophie observa ce petit geste avec attention. C'était la première fois que le garçon montrait de la reconnaissance pour quelque chose dans son environnement immédiat. « Bonjour Mathieu », chuchota-t-elle, s'approchant avec douceur. « Je vois que toi et Léo avez passé une bonne nuit. » Elle commença sa routine matinale, vérifiant les signes vitaux tout en fredonnant doucement. La boîte à musique reposait sur la table d'appui, encore fermée. François arriva à l'hôpital, à ce moment-là, s'arrêtant à la porte comme c'était déjà son habitude. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Il apportait avec lui un vieux dossier, que Sophie remarqua contenir des photographies partiellement visibles. « Monsieur Dubois », salua-t-elle, gardant un ton doux pour ne pas briser l'atmosphère. « Tranquille de la chambre. Vous voulez entrer ? Léo disait justement qu'il adorerait rencontrer plus de personnes qui aiment la musique. » François hésita un moment, sa posture rigide contrastant avec le naturel de Sophie. Finalement, il fit un pas à l'intérieur de la chambre. « Bonjour, dit-il, sa voix plus rauque que la normale. J'ai apporté quelque chose qui pourrait t'aider, je pense. » Sophie perçut la vulnérabilité derrière cette façade d'homme d'affaires. Avec délicatesse, elle indiqua une chaise près de celle de Mathieu. « Je suis sûr que Mathieu adorerait voir ce que vous avez apporté. » François s'assit, ouvrant le dossier avec soin. Mathieu, tenant toujours Léo, tourna légèrement la tête vers son père. Un autre petit progrès qui ne passa pas inaperçu pour Sophie. « Ce sont de vieilles photos, » expliqua François, sa voix tremblant légèrement. « De l'époque où sa mère lui chantait. » Sophie s'approcha avec un intérêt sincère, percevant l'opportunité précieuse qui se présentait. Quel moment spécial à partager. Tu sais, Mathieu, Léo adore aussi les histoires sur les familles et les chansons. Spécial. C'est alors que Sophie ouvrit sa boîte à musique. Une mélodie douce et cristalline remplit l'environnement, créant un pont invisible entre le passé et le présent. Les yeux de Mathieu, pour la première fois, se fixèrent directement sur ça quelque chose. La photographie que son père tenait, où Élise souriait, chantant lors d'une fête. François sentit sa gorge se serrer. Ce regard, le premier regard véritablement conscient de son fils depuis si longtemps, était comme un rayon de soleil traversant d'épais nuages. Sophie se maintint dans un silence respectueux, laissant simplement la musique de la petite boîte bercer ce moment précieux. Elle chantait cette chanson, murmura François presque inaudiblement. C'était sa préférée. Sophie observa quand la petite main de Mathieu se déplaça vers la photographie, tenant toujours Léo avec l'autre bras. Ce n'était pas juste un mouvement réflexe. Il y avait de l'intention, il y avait une connexion. Le garçon commençait enfin à se reconnecter avec son monde. « Parfois, » dit Sophie doucement, « la musique nous aide à garder les moments les plus spéciaux ici à l'intérieur. » Elle toucha légèrement son propre cœur. « Et quand nous rejouons, ces musiques, c'est comme si nous pouvions revivre ces moments, n'est-ce pas, Mathieu ?» À l'étonnement de François, une unique larme coula sur le visage de son fils. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de reconnaissance, comme si, pour la première fois en 2 ans, Mathieu se permettait de ressentir, de se souvenir, d'exister au-delà du silence qu'il avait construit autour de lui. Les semaines suivantes apportèrent un changement subtil mais perceptible dans la routine de l'hôpital Sainte-Croix. La chambre 304, autrefois plongée dans un silence pesant, recevait maintenant quotidiennement les accords doux des chansons de Sophie. L'infirmière avait transformé chaque procédure médicale en une petite présentation musicale, toujours accompagnée par le fidèle Léo, la poupée qui ne quittait plus les bras de Mathieu. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, Sophie arriva dans la chambre portant quelque chose de différent, un petit clavier électronique.
« Regarde ce que Léo a apporté aujourd'hui, Mathieu, » annonça-t-elle, plaçant l'instrument sur la table d'appui. « Il dit que tu peux jouer sur les touches pendant que nous faisons les exercices. » Le visage de Mathieu, autrefois toujours inexpressif, montra une lueur d'intérêt. Ses doigts, qui jusqu'alors ne bougeaient que pour tenir Léo, s'étendirent avec hésitation vers les touches blanches et noires. François, qui passait maintenant plus de temps à l'hôpital et moins dans son bureau, observait la scène avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Il avait annulé 3 réunions importantes cette semaine-là, chose impensable quelques mois auparavant. Son téléphone vibrait constamment avec des messages des cadres de son réseau d'hôtels, mais pour la première fois depuis des années, les exigences du travail semblaient secondaires. « Monsieur Dubois » appela Sophie doucement. « Que diriez-vous? De vous joindre à nous? Léo m'a dit que vous connaissez quelques chansons spéciales. » François ajusta sa cravate, mal à l'aise. La musique avait toujours été le territoire d'Élise, pas le sien. Il était l'homme des chiffres, des stratégies, des affaires. Mais quelque chose dans le regard expectatif de Mathieu le fit faire un pas en avant. « Je ne sais pas jouer, » admit-il, s'asseyant à côté de son fils. « Ta mère était celle qui avait ce don. » Sophie sourit, ses yeux transmettant de la compréhension. « Parfois, nous n'avons pas besoin de savoir jouer pour faire de la musique. Nous pouvons commencer simplement en ressentant. » Elle guida la main de Mathieu jusqu'à une touche du piano, produisant une note cristalline qui résonna dans la chambre. À la surprise de tous, Mathieu appuya à nouveau sur la touche de lui-même. Le son sembla réveiller quelque chose en lui, peut-être un souvenir endormi. Ses yeux, autrefois vides, gagnèrent un éclat de curiosité. « C'est ça, mon chéri », encouragea Sophie, tout en positionnant Léo de façon à ce qu'il observe également le clavier. Chaque touche a sa propre voix, tout comme chacun d'entre nous. Avec soin et patience, Sophie commença à enseigner les premiers mouvements sur les touches. Mathieu, concentré, produisit les premiers sons, désaccordés, mais pleins de promesses. « Papa » appela-t-il excité. « Tu entends? Je fais de la musique debout. » En effet, Mathieu avait momentanément oublié sa limitation, trop concentré sur le nouvel instrument, pour se rendre compte qu'il maintenait l'équilibre pratiquement seul. François échangea un regard significatif avec Sophie. C'était exactement ce qu'elle avait planifié. La musique n'était pas seulement une thérapie, c'était un pont vers des reconquêtes encore plus grandes. « Monsieur Dubois » appela Sophie doucement. « Je pense qu'il est temps de montrer à Mathieu l'autre cadeau. » François acquiesça, quittant brièvement la salle. Il revint portant un étui de violon ancien, magnifiquement conservé. « Fils, » dit-il, ouvrant l'étui avec un soin révérencieux, « c'était le violon de ta mère. Elle a laissé une lettre, disant qu'un jour il serait à toi. » Mathieu baissa, son petit clavier s'approchant avec des pas prudents de l'étui. À l'intérieur, outre l'instrument merveilleusement conservé, il y avait une enveloppe jaunie avec son nom écrit dans l'écriture délicate d'Élise. « Veux-tu que je te la lise ?» proposa François. Mathieu secoua la tête, déterminé. « Non, je veux la lire tout seul, mais d'abord... » Il se tourna vers Sophie, ses yeux brillants de détermination. « Je veux apprendre la chanson de l'oiseau bleu au clavier. Je veux jouer et chanter. » Sophie sentit ses yeux s'embuer. « Tu es sûr? Nous avons beaucoup à apprendre. »« Oui, » affirma Mathieu avec conviction. « Et je veux faire une surprise. Je veux que ce soit un cadeau pour papa et pour maman. » François dut s'asseoir, submergé par l'émotion. Mathieu continua, sa voix prenant de l'assurance. « Sophie, tu peux m'apprendre, s'il te plaît? Je promets de pratiquer tous les jours. »« Bien sûr que je peux, » répondit-elle, essuyant discrètement une larme. « En fait, je pense que ta mère a déjà commencé cet enseignement il y a longtemps. » Mathieu sourit, reportant son attention sur le petit clavier. Avec une détermination qui rappelait clairement Élise, il positionna ses mains et commença à essayer les premiers accords de la chanson qui avait bercé toute son histoire. Marguerite, qui observait discrètement depuis la porte, murmura quelque chose qui ressemblait à une prière. La musique ramène tout le monde à la maison. Et c'était vraiment le cas. Dans la salle de musique du manoir des Dubois, tandis qu'un petit garçon apprenait à faire ses premiers pas dans la danse entre musique et mouvement, les rêves d'Élise prenaient à nouveau leur envol, se transformant en une symphonie de recommencement. La nouvelle des progrès de Mathieu se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôpital Sainte-Croix. Dr Pierre ne pouvait cacher son étonnement en examinant les notes de Sophie qui documentaient méticuleusement chaque petite victoire.
Le premier son, l'intérêt pour le clavier, les regards plus concentrés. C'est vraiment impressionnant, commenta le médecin lors d'une réunion avec son équipe. En quelques semaines seulement, Sophie a obtenu plus de progrès que tous les spécialistes au cours des 2 dernières années. Cependant, tous ne partageaient pas le même enthousiasme. Dr Michel Lemaire, directeur administratif de l'hôpital, observait la situation avec une inquiétude croissante. « Nous devons maintenir le professionnalisme », argumenta-t-il, ajustant ses lunettes de façon méticuleuse. Cette approche non conventionnelle peut créer des précédents dangereux. Pendant ce temps, dans la chambre 304, Sophie introduisait une nouvelle activité. Elle avait apporté des peintures colorées et des pinceaux, transformant la séance de physiothérapie en une expérience artistique. « Peignons pendant que nous faisons les exercices, Mathieu. Léo dit qu'il adore voir les couleurs danser sur le papier. » Mathieu, tenant toujours fidèlement sa poupée, montra de l'intérêt pour les peintures vibrantes. Ses doigts, autrefois réticents à tout mouvement, s'étendaient maintenant avec curiosité vers les pinceaux. François arriva pendant la séance, portant son habituel dossier de documents, mais aussi quelque chose de nouveau, une petite radio. Portable. Il s'arrêta à la porte, observant son fils plonger un pinceau dans la peinture bleue, laissant des marques sur le papier, tandis que Sophie fredonnait doucement. « Monsieur Dubois !» s'exclama Sophie avec une joie sincère. « Vous arrivez juste à temps. Nous créons notre première œuvre d'art, n'est-ce pas, Mathieu ?» L'homme d'affaires s'approcha, remarquant comme son fils semblait plus présent, plus connecté avec l'environnement autour de lui. Le papier devant lui était couvert de taches bleues qui, d'une certaine façon, rappelaient des oiseaux en vol. « J'ai apporté quelque chose, » dit François, plaçant la radio sur la table. « J'ai trouvé quelques cassettes anciennes avec les chansons qu'Élise avait enregistrées. » Sophie perçut immédiatement l'importance de ce moment. « Quel cadeau spécial! Qu'en penses-tu, Mathieu? Nous pouvons peindre en écoutant la voix de maman ?» Le garçon leva les yeux du papier pour la première fois, se concentrant sur la radio. François, les mains légèrement tremblantes, inséra l'une des cassettes et appuya sur play. La voix cristalline d'Élise remplit l'environnement, chantant la chanson de l'oiseau bleu. C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Mathieu, tenant toujours Léo d'un bras, tendit l'autre main vers son père. C'était un geste simple, mais chargé de signification. Le premier, contact qu'il initiait depuis l'accident. François se figea, craignant que tout mouvement brusque puisse briser ce moment précieux. Sophie, avec sa sensibilité caractéristique, continua à peindre tranquillement, comme si cette scène était la chose la plus naturelle du monde. « Tu sais, Léo, dit-elle, s'adressant à la poupée mais parlant à tous dans la chambre, parfois, les mots les plus importants sont ceux que nous n'avons pas besoin de dire à haute voix. » L'homme d'affaires finit par bouger, tenant délicatement la main de son fils. Ses yeux rencontrèrent ceux de Sophie, débordant de gratitude silencieuse. L'infirmière se contenta de sourire, continuant à guider le pinceau de Mathieu sur le papier, tandis que la voix d'Élise remplissait les espaces vides de sa mélodie. Dans le couloir, Dr Michel passait avec son bloc-notes, observant la scène à travers la fenêtre. Son front se plissa en voyant la proximité entre l'infirmière et la famille Dubois. Dans ses mains, un mémorandum fraîchement rédigé exprimait des préoccupations concernant des conduites professionnelles inappropriées. Mais pour l'instant, ce document restait dans son dossier, tandis qu'à l'intérieur de la chambre, une famille commençait lentement à se reconnecter à travers la musique, l'art et l'amour inconditionnel d'une mère qui, même absente, parvenait encore à toucher leur cœur. Le bureau du docteur Michel Lemaire était impeccablement organisé, chaque objet à sa place. Le directeur administratif de l'hôpital Sainte-Croix observait par sa fenêtre panoramique le mouvement du parking où François Dubois venait de garer sa Porsche noire. « Docteur, la réunion du conseil commencera dans 5 minutes, » annonça sa secrétaire par l'interphone. Michel ajusta sa cravate italienne et organisa un dossier rempli de documents. Parmi eux, divers registres des séances non conventionnelles de Sophie, des photographies de l'homme d'affaires fréquentant l'hôpital en dehors des heures de visite et un dossier complet sur l'historique professionnel de l'infirmière. Dans son creux, la salle de réunion, les membres du conseil hospitalier attendaient déjà. Dr Pierre était présent, feuilletant anxieusement quelques notes sur les progrès de Mathieu. L'ambiance était tendue. « Messieurs, commença Michel, sa voix calculée et contrôlée,
J'ai convoqué cette réunion pour discuter d'une situation préoccupante dans l'aile pédiatrique. Nous avons une professionnelle qui dépasse plusieurs limites éthiques et protocolaires. Pendant ce temps, dans la chambre 304, Sophie développait une nouvelle activité avec Mathieu. Elle avait apporté un petit jardin sensoriel, avec différentes textures et arômes. Le garçon, toujours inséparable de Léo, explorait avec curiosité les plantes de sa main libre. « Regarde, Mathieu », expliqua Sophie, guidant ses doigts sur une feuille de lavande. « C'est la fleur préférée de Marguerite, ta gouvernante. Elle m'a raconté que ta mère adorait avoir des vases de lavande partout dans la maison. » Les yeux du garçon, autrefois si distants, se fixaient maintenant sur les petites fleurs violettes. Son visage montrait une expression de reconnaissance, l'arôme familier réveillant des souvenirs endormis. François, qui observait la scène depuis la porte, sentit son téléphone vibrer. C'était un message de son assistante. « Réunion d'urgence au conseil de l'hôpital. Dr Michel demande votre présence urgente. »« Sophie, » appela-t-il, sa voix tendue, « je dois régler quelque chose. Pourriez-vous rester avec Mathieu encore? Un peu ?» L'infirmière perçut l'inquiétude dans son ton. « Bien sûr, monsieur Dubois. Mathieu et moi avons encore beaucoup à explorer dans notre jardin, n'est-ce pas ?» Dans le couloir, François rencontra Dr Pierre, qui l'attendait avec une expression grave. « Monsieur Dubois, je dois vous alerter. Le conseil remet en question les méthodes de Sophie. Dr Michel a réuni un dossier. »« Quel genre de dossier ?» interrompit François, son attitude d'homme d'affaires émergeant instantanément. « Allégation de conduite inappropriée, rapprochement. Excessif avec la famille, procédure non protocolaire, » expliqua le médecin visiblement mal à l'aise. Dans la salle de réunion, Michel projetait des images des séances de Sophie. « Comme vous pouvez le voir, messieurs, cette infirmière a transformé une chambre d'hôpital en une sorte de salle de musique et d'art. Cela viole plusieurs protocoles de sécurité et d'hygiène. » C'est à ce moment que François entra dans la salle, sa présence imposante faisant momentanément taire tous les présents. « Intéressant, » dit-il, sa voix tranchante comme de la classe, « discuter des méthodes qui font revenir mon fils à la vie sans même me consulter. » Michel ajusta ses lunettes, maintenant son sang-froid. « Monsieur Dubois, je comprends votre implication émotionnelle, mais en tant qu'institution, nous avons des protocoles à suivre. » « Des protocoles ?» François rit sans humour. « Les mêmes protocoles qui ont maintenu mon fils dans le silence pendant 2 ans. » Dans la chambre 304, ignorant la tempête qui se formait, Sophie continuait sa séance avec Mathieu. Elle avait commencé à chanter doucement, tout en organisant les plantes du jardin sensoriel. Et à sa surprise, le garçon commença à balancer légèrement la tête au rythme de la musique. « Regarde, Léo, » dit-elle à la poupée, « on dirait que nous avons un nouveau musicien dans la famille. » Mathieu, pour la première fois, esquissa quelque chose proche d'un sourire. C'est exactement à ce moment que Dr Michel apparut à la porte, accompagné de 2 membres du conseil. Son regard froid parcourut la chambre, s'arrêtant sur les plantes éparpillées, le clavier musical dans le coin, les dessins colorés sur les murs. « Mademoiselle Lambert, » sa voix était tranchante, « je dois vous demander de m'accompagner jusqu'à mon bureau, immédiatement. » Sophie sentit son cœur se serrer en voyant l'expression de Mathieu changer, le petit sourire disparaissant, aussi rapidement qu'il était apparu. « Ce n'est pas un bon moment, Dr Michel. Nous sommes au milieu d'une séance importante. » « Ce n'était pas une demande, mademoiselle, c'était un ordre. » Le silence dans le bureau du docteur Michel était lourd comme du plomb. Sophie était assise face à son imposant bureau, ses mains reposant calmement sur ses genoux. Par la fenêtre, elle pouvait entendre le son distant d'une ambulance. « Mademoiselle Lambert, » commença-t-il en feuilletant un dossier, « votre formation, dans une université publique, votre expérience dans de petits hôpitaux de province, rien ne justifie les méthodes peu orthodoxes que vous appliquez dans un cas aussi délicat. » Sophie conserva son calme. « Docteur Michel, je respecte votre position, mais mes méthodes ont une base scientifique. L'art-thérapie et la musicothérapie sont reconnues mondialement. » « Ce qui est reconnu, » l'interrompit-il, « ce sont les protocoles établis, pas les improvisations avec des poupées de chiffon et des jardins à l'intérieur des chambres d'hôpital. » Dans le couloir, François marchait de long en large, son téléphone pressé contre son oreille. « Antoine, j'ai besoin que tu examines toutes les politiques de l'hôpital, les contrats, tout ce qui pourrait nous donner un levier dans cette situation. » Dr Pierre s'approcha avec hésitation.
Monsieur Dubois, peut-être devrions-nous envisager une approche moins conflictuelle. Moins conflictuelle? François se retourna brusquement. Mon fils a souri aujourd'hui, docteur. Pour la première fois en 2 ans, il a souri. Dans la chambre 304, Mathieu restait assis dans son fauteuil, serrant Léo contre sa poitrine. Marguerite, la gouvernante, avait été appelée en urgence pour rester avec lui. Elle essayait de le distraire avec des histoires, mais le garçon gardait les yeux fixés sur la porte, comme s'il attendait le retour de Sophie. De retour, au bureau, Dr Michel fit glisser un document sur la table. Ceci est une notification de suspension temporaire. 3 semaines pour réévaluer votre conduite professionnelle. Sophie sentit son cœur se serrer, mais sa voix resta ferme. Et Mathieu, 3 semaines peuvent défaire tous les progrès que nous avons réalisés. L'hôpital dispose de professionnels hautement qualifiés qui prendront en charge le cas, répondit-il d'une voix froide. Des professionnels qui respectent les protocoles. C'est à ce moment que la porte du bureau s'ouvrit. François Dubois entra, suivi par Dr Pierre et un autre homme que Sophie ne connaissait pas. Dr Michel, la voix de François était dangereusement calme. Antoine, mon avocat, vient de m'informer de quelque chose d'intéressant concernant les politiques de l'hôpital relatives aux traitements alternatifs. Le directeur administratif ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. Monsieur Dubois, c'est une question interne? Non, coupa François, c'est une question de vie, la vie de mon fils. Et si vous pensez que je vais permettre que des bureaucraties et des égos interfèrent avec ces progrès, vous vous trompez lourdement. Sophie observait la scène avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Monsieur Dubois, je ne veux pas causer de problème. Vous ne causez pas de problème, Sophie, répondit-il sans quitter Michel des yeux. Vous sauvez mon fils. Et ceci. Il prit la notification de suspension sur la table et la déchira en 2. N'arrivera pas. Dr Pierre s'éclaircit la gorge, faisant un pas en avant. Si vous me permettez, j'ai une suggestion. Nous pouvons documenter officiellement les méthodes de Sophie en les transformant en une étude de cas. Ainsi, nous respecterions les protocoles tout en maintenant le traitement qui fonctionne. Un silence tendu emplit la pièce. Dr Michel regardait les papiers déchirés sur son bureau, son visage un masque de contrariété. François restait ferme, sa posture indiquant clairement sa détermination. Sophie pensait à Mathieu, seul dans sa chambre, qui l'attendait. Avec tout le « Respect », dit Sophie en se levant. Pendant que nous discutons de protocoles et de politique, il y a un petit garçon qui a besoin d'aide. Et si vous voulez bien m'excuser, je lui ai promis que nous continuerions notre chanson de l'oiseau bleu aujourd'hui. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement un moment. Docteur Michel, vous êtes invité à assister à nos séances quand vous le souhaitez. Parfois, voir avec le cœur nous aide à voir au-delà des papiers. Les semaines suivantes apportèrent des changements subtils mais significatifs à l'hôpital Sainte-Croix. La chambre 304 s'était transformée en une sorte d'étude de cas vivante, avec des professionnels de différentes spécialités observant discrètement les séances de Sophie avec Mathieu. Dr Pierre coordonnait personnellement la documentation de chaque progrès, aussi minime soit-il. Par un matin particulièrement ensoleillé, Sophie arriva en portant quelque chose de nouveau, une petite guitare. « Regarde, Mathieu, Léo dit qu'il est temps d'élargir notre répertoire musical. » Elle plaça l'instrument, avec soin, ajustant les cordes tout en fredonnant doucement. Mathieu, qui montrait désormais plus d'expressivité sur son visage, observait la guitare avec une curiosité évidente. Léo, toujours sur ses genoux, semblait observer aussi. Sur le mur de la chambre, un tableau coloré affichait les progrès des dernières semaines. Dessins, peintures et petites notes musicales griffonnées sur du papier à musique. François entra dans la chambre, mais quelque chose était différent. Au lieu de son habituel costume impeccable, il portait une chemise décontractée et un jean. Dans ses mains, il tenait une grande enveloppe en papier Kraft. « Bonjour », salua-t-il, un sourire discret sur les lèvres. « J'ai apporté une surprise. » Sophie remarqua immédiatement le changement dans son apparence. « Monsieur Dubois, vous êtes différent aujourd'hui. Qu'en penses-tu, Mathieu? Papa ressemble plus à une rockstar, non ?» À la surprise de tous, Mathieu émit un son qui ressemblait à un rire, un son si précieux que François se figea sur place, les yeux instantanément embués. « Venez, asseyez-vous avec nous », invita Sophie,
indiquant une chaise à proximité. Léo disait justement que nous avions besoin de plus de musiciens dans notre groupe. François s'assit, encore ému par le son du rire de son fils. De l'enveloppe qu'il avait apportée, il commença à sortir de vieilles photographies. « J'ai trouvé d'autres albums dans le grenier », expliqua-t-il, la voix étranglée. « Il y a quelques photos de ta mère jouant de la guitare. » Sophie gratta doucement les cordes de l'instrument, créant une douce mélodie qui servait de fond à ce moment. Mathieu, tenant toujours Léo, se pencha pour voir les photographies que son père étalait sur la table. « Regarde celle-ci », dit François, montrant une image où Élise, enceinte, jouait de la guitare dans un jardin fleuri. « C'était le jour où nous avons décidé de ton prénom. Ta mère disait que Mathieu signifiait don de Dieu et que tu illuminerais nos vies. » Sophie observa quand Mathieu tendit sa main libre pour toucher la photographie, ses petits doigts traçant délicatement le contour du visage de sa mère. C'était un geste si plein de signification que même Dr Pierre, qui observait discrètement depuis la porte, dut essuyer ses lunettes embuées par l'émotion. « Monsieur Dubois », appela doucement. « Sophie, et si nous apprenions ensemble? La musique a ce merveilleux pouvoir de nous connecter. » François hésita un moment, mais en voyant le regard expectatif de Mathieu, il rapprocha sa chaise. Sophie commença à enseigner les accords de base de la chanson de l'oiseau bleu, celle qu'Élise avait créée. « Comme ça », démontra-t-elle, guidant les mains de François sur les cordes. « C'est comme une danse des doigts. Mathieu, tu veux essayer aussi ?» Le garçon, pour la première fois, posa délicatement Léo sur la table, utilisant ses deux mains pour toucher la guitare. C'était un moment significatif. Il était prêt à explorer le monde au-delà du réconfort de son ami en chiffon. À l'extérieur de la chambre, Dr Michel passait avec son bloc-notes habituel. Il s'arrêta un moment, observant la scène à travers la vitre. Son visage, normalement si sévère, affichait une expression difficile à déchiffrer. « C'est impressionnant, n'est-ce pas ?» commenta Dr Pierre, qui était encore à proximité. « Comment la musique peut guérir des blessures que la médecine traditionnelle ne parvient pas à atteindre ?» Michel ajusta ses lunettes, sa posture moins rigide que d'habitude. « Peut-être, » commença-t-il hésitant, « peut-être ai-je été précipité dans mon jugement. » Dans la chambre, la musique continuait. François, maintenant plus confiant, avec les accords de base, accompagnait Sophie pendant qu'elle chantait doucement. Mathieu, assis entre eux, bougeait ses mains sur les cordes, créant sa propre mélodie désordonnée mais pleine de sens. « Vous savez, » dit Sophie entre deux morceaux, « on dit que lorsque nous jouons ensemble, nos cœurs battent au même rythme. C'est comme si la musique créait un pont invisible entre les personnes. » François regarda son fils, qui souriait maintenant ouvertement tout en grattant la guitare. Il se rappela les paroles d'Élise sur le fait que Mathieu était lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que cette prophétie se réalisait, illuminant non seulement leur vie, mais tout l'environnement autour d'eux. Dès nouvelle des progrès extraordinaires de Mathieu commença à se répandre dans l'hôpital Sainte-Croix. D'autres parents d'enfants hospitalisés passaient fréquemment dans le couloir de la chambre 304, espérant capter un peu de la musique qui en émanait régulièrement. Sophie, percevant cet intérêt, commença à laisser la porte ouverte pendant certaines séances. « Aujourd'hui, nous avons un public, Mathieu », commenta-t-elle joyeusement un après-midi, tout en arrangeant le petit espace qu'ils avaient transformé en coin musical. Léo dit qu'il adore avoir plus d'amis pour écouter nos chansons. Mathieu, qui alternait maintenant entre tenir Léo et jouer des instruments, regarda avec curiosité vers la porte, où quelques enfants d'autres chambres se rassemblaient dans leurs fauteuils roulants ou avec leurs supports de perfusion. Ces yeux, autrefois si distants, brillaient maintenant d'un intérêt sincère pour le monde qui l'entourait. François arriva pendant cette petite présentation improvisée, portant un dossier différent des habituels. Il s'arrêta à la porte, observant comment son fils interagissait avec les autres enfants à travers la musique, même sans mots. « Monsieur Dubois », salua Sophie, remarquant sa présence. « Vous arrivez juste à temps pour notre concert. Mathieu vient de créer une nouvelle mélodie, n'est-ce pas ?» Le garçon répondit en grattant la guitare, produisant une séquence de notes qui, bien que simple, portait une joie contagieuse. Les autres enfants souriaient, certains battant des mains au rythme. « Sophie !» appela François, sa voix chargée. « D'émotion contenue. Puis-je vous parler un moment ?» L'infirmière acquiesça, s'excusant auprès de son petit public.
Docteur Pierre, qui passait dans le couloir, se proposa pour rester avec les enfants quelques minutes. Dans le petit jardin de Mimmet-Sumpton, l'hôpital, Françoise et Sophie s'assirent sur un banc sous un arbre touffu. L'homme d'affaires ouvrit son dossier, révélant des plans architecturaux et des documents officiels. « J'ai acheté le terrain à côté de l'hôpital », annonça-t-il, étendant les plans. « Je veux construire une aile spécialisée en musicothérapie et art-thérapie pour les enfants. » Sophie prit les documents d'une main tremblante. « Monsieur Dubois, c'est extraordinaire. Et je veux que vous dirigiez le projet, » continua-t-il, sa voix ferme. « J'ai vu comment d'autres enfants répondent à votre méthode. Ce que vous avez fait pour Mathieu, ça n'a pas de prix. » L'infirmière regarda les papiers dans ses mains, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Mais, docteur Michel… » « Tout est déjà arrangé, » interrompit François, un petit sourire aux lèvres. « En fait, c'est lui qui a suggéré votre nom pour la coordination. » De retour à la chambre 304, Mathieu continuait sa petite présentation. Docteur Pierre avait rejoint le groupe, sortant de sa poche un harmonica qu'il portait sur lui depuis ses années d'études. « Regardez, » commenta-t-il aux enfants, « j'ai toujours eu honte de jouer de cet instrument en public. Mais si Mathieu peut créer ses propres mélodies, je pense que je peux aussi essayer, non ?» Le son de l'harmonica se joignit à la mélodie de la guitare, créant une harmonie imparfaite mais pleine de vie. Sur les visages des enfants qui regardaient, des sourires remplaçaient les expressions de douleur et d'inquiétude. Marguerite, qui était arrivée pour sa visite quotidienne, observait la scène les yeux embués. « Madame Élise serait si fière », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Dans le jardin, Sophie digérait encore la proposition de François. « Mais comment allons-nous structurer tout cela ? Nous aurons besoin d'une équipe. De protocole. » « J'y ai déjà pensé, » répondit-il, sortant plus de documents du dossier. « Je veux transformer l'un de mes hôtels en centre de réhabilitation pour enfants. Un endroit où la musique et l'art seront aussi importants que les médicaments. » Sophie sentit son cœur s'accélérer avec les possibilités. Combien d'autres enfants pourraient être aidés? Combien de familles pourraient trouver l'espoir grâce à la musique? « Monsieur Dubois, » commença-t-elle, la voix étranglée. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» François regarda en direction de l'hôpital, d'où il pouvait entendre la musique lointaine venant de la chambre de Mathieu. « Parce que j'ai appris que parfois les plus grands miracles se produisent à travers les choses les plus simples. Une poupée de chiffon, une berceuse, un sourire. » Le son des rires d'enfants fit écho dans le jardin, venant de la fenêtre, ouverte de la chambre 304. Sophie et François échangèrent un regard, partageant un moment de compréhension silencieuse. La musique avait fait plus que guérir Mathieu. Elle transformait des vies, une note à la fois. La demeure des Dubois, autrefois silencieuse comme un mausolée, commençait à retrouver une nouvelle vie. François avait décidé de ramener Mathieu à la maison quelques jours par semaine, transformant l'une des salles en espace musical. Sophie venait 3 fois par semaine pour les séances de thérapie et le son des instruments et des rires d'enfants résonnait à nouveau dans les couloirs. Cet après-midi-là, Marguerite préparait des biscuits dans la cuisine, l'arôme sucré se répandant dans toute la maison. Elle souriait en entendant les notes du piano que François avait fait venir de l'ancienne maison de sa mère. Un cadeau surprise pour Mathieu. « Léo est enthousiaste aujourd'hui », commenta Sophie, observant comment Mathieu alternait entre jouer du piano et serrer son inséparable ami de chiffon. Il dit qu'il adore l'odeur des biscuits dans l'air. Le garçon sourit, ses doigts dansant sur les touches du piano. Ce n'étaient plus des notes aléatoires, il y avait un motif, une mélodie émergeant de son toucher. François, qui regardait depuis la porte, reconnut la musique. C'était une variation de la chanson de l'oiseau bleu qu'Élise avait l'habitude de chanter. « Celle-ci est spéciale, » dit Sophie, s'asseyant à côté de Mathieu sur le banc du piano. « Tu veux m'apprendre comment tu l'as créée ?» À la surprise de tous, Mathieu commença à fredonner doucement tout en jouant. Ce n'étaient pas encore des mots, mais le son de sa voix, mélodieuse et claire, remplit l'environnement d'une émotion palpable. François dut s'appuyer contre l'encadrement de la porte. C'était la première fois qu'il entendait la voix de son fils dans une mélodie complète. Marguerite apparut dans le couloir, encore avec son tablier de cuisine, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Monsieur Dubois », appela Sophie doucement, « venez vous joindre à nous. Mathieu a créé une partie spéciale pour vous. » L'homme d'affaires s'approcha du piano, remarquant comment son fils s'était légèrement déplacé pour lui faire de la place sur le banc.
C'était une invitation silencieuse, mais significative. François s'assit, se rappelant des leçons de base que Sophie lui avait données ces dernières semaines. « Comme ça », guida Mathieu, surprenant tout le monde en prononçant son premier mot depuis longtemps. Sa voix était douce, presque un murmure mais parfaitement clair. Sophie maintint son professionnalisme, bien que ses yeux brillants d'émotion. « C'est ça, Mathieu. Montre à papa où les doigts doivent aller. » François suivit les instructions silencieuses de son fils, qui guidait ses mains sur les touches avec une patience surprenante. Ensemble, ils créèrent une harmonie simple mais profondément touchante. Marguerite retourna à la cuisine pour cacher son émotion, mais revint bientôt avec un plateau de biscuits encore chaud. Madame Élise disait toujours que la musique se marie bien avec des biscuits frais, commenta-t-elle, posant le plateau sur une petite table proche. « Tu sais, » dit Sophie, tandis que Mathieu savourait un biscuit, « Léo m'a dit qu'il est très heureux de voir cette maison gagner plus de couleurs et de musique chaque jour. » François observa l'environnement autour de lui. En effet, la salle s'était transformée. Là où il n'y avait auparavant que des meubles austères et des œuvres d'art coûteuses, il y avait maintenant des instruments de musique, des dessins colorés sur les murs et une énergie vibrante qui rappelait l'époque où Élise remplissait la maison de vie. « Sophie », appela-t-il, sa voix chargée d'émotions contenues, « nous devons parler du projet du centre de réhabilitation. » L'infirmière acquiesça, percevant la gravité dans son ton. Mathieu continuait au piano, créant maintenant une nouvelle mélodie complètement absorbée par sa musique. « J'ai réfléchi, » continua François. « Je veux que ce soit plus qu'un centre médical. Je veux créer un endroit où les familles peuvent rester ensemble pendant le traitement, comme une seconde maison. » Sophie sentit son cœur s'accélérer avec les possibilités. « Comme un espace d'accueil ?»« Exactement, » répondit-il, les yeux fixés sur Mathieu. « Je veux des chambres où les parents peuvent rester avec leurs enfants, des espaces pour la musique et l'art, des jardins thérapeutiques. Un lieu où la guérison se produit non seulement par la médecine, mais par l'amour et l'art. » Marguerite, qui était encore à proximité, ajouta timidement. Comme Madame Élise voulait toujours faire avec ce terrain près du lac, François se retourna brusquement. « Comment ça, Marguerite ?» La gouvernante ajusta son tablier, soudain nerveuse. « Madame Élise, elle avait des projets dessinés. Je les ai trouvés parmi ses affaires, je les ai gardés dans un dossier. Elle rêvait de créer un endroit comme ça, spécialement pour les enfants. » Sophie observa quand François ferma les yeux, une larme solitaire coulant sur son visage. Une fois de plus, Élise guidait ses pas, même après tout ce temps. Marguerite monta au grenier de la maison, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle cherchait parmi de vieilles boîtes et coffres. Sophie et François la suivirent, pendant que Mathieu continuait à jouer du piano à l'étage inférieur, sa douce musique résonnant dans toute la maison. « Ici !» s'exclama la gouvernante, retirant un dossier bleu décoloré d'un coffre en bois. Madame Élise gardait tout dans ce dossier. François prit l'objet avec révérence, comme s'il tenait quelque chose de précieux. En l'ouvrant, des dizaines de dessins et de notes tombèrent sur une table proche. C'étaient des projets détaillés d'un centre de récupération pour enfants, chaque page soigneusement élaborée avec l'écriture délicate d'Élise. Elle l'appelait « la maison des papillons », expliqua Marguerite, la voix étranglée. Elle disait que ce serait un endroit où les enfants blessés apprendraient à voler à nouveau. Sophie examina les dessins, émerveillée par la vision d'Élise. Il y avait des croquis de jardins thérapeutiques, de salles de musique, d'espaces pour l'art et une zone centrale en forme de papillon, avec 2 grandes ailes qui entouraient un lac artificiel. Elle avait pensé à tout, murmura François, feuilletant les pages. Même à un amphithéâtre en plein air pour des représentations. Un son différent leur parvint. Mathieu avait commencé à chanter des mots réels, encore doux, accompagnant sa mélodie au piano. Les 3 adultes se regardèrent, paralysés par l'émotion du moment. « C'est sa chanson », chuchota Marguerite, « la chanson de l'oiseau bleu. » Ils descendirent les escaliers silencieusement, ne voulant pas interrompre ce moment précieux. Mathieu était complètement absorbé par sa musique, ses petits doigts dansant sur les touches avec une assurance croissante. Léo reposait à ses côtés sur le banc du piano comme un public attentif. « Vole, petit oiseau bleu », chantait-il doucement. « Emporte ma musique jusqu'au ciel. » François s'appuya contre le mur, ses jambes faiblissant.
Sophie instinctivement lui tint le bras, offrant un soutien silencieux. Marguerite couvrit son visage de ses mains, des larmes coulant entre ses doigts. « Papa !» appela Mathieu, se tournant. Vers la porte, c'était la chanson de maman, n'est-ce pas? François traversa la salle à grandes enjambées, s'agenouillant près du piano. « Oui, mon fils, c'était la chanson spéciale qu'elle avait faite pour toi. » Mathieu sourit, un sourire plein et lumineux qui transformait tout son visage. « Elle est ici, tu sais, je la sens quand je joue. » Sophie observait la scène, le cœur débordant. Dans ses mains, elle tenait encore les projets d'Élise. La maison des papillons, qui maintenant, plus que jamais, devait devenir réalité. « Monsieur Dubois », appela-t-elle doucement, « je crois que nous avons trouvé le nom pour notre centre de réadaptation. » François acquiesça sans quitter son fils des yeux. « La maison des papillons, c'est parfait. » Mathieu se remit à jouer, cette fois une mélodie nouvelle, quelque chose qui semblait combiner des éléments de la chanson de l'oiseau bleu, avec des notes propres, créant quelque chose d'entièrement nouveau et profondément touchant. « Tu sais ce que Léo m'a dit ?» commenta Sophie, s'asseyant dans un fauteuil proche, « que parfois les rêves de ceux que nous aimons continuent à vivre à travers nous, comme une musique qui ne finit jamais vraiment. » François se leva, prenant les projets d'Élise. Ses yeux parcoururent les dessins une fois de plus, maintenant, avec une nouvelle compréhension. Ce n'était pas simplement un centre de réadaptation qu'il prévoyait, c'était la continuation d'une symphonie d'amour qu'Élise avait commencée des années auparavant. « Sophie, » dit-il, sa voix ferme. Malgré l'émotion, demain même nous commencerons à transformer ces dessins en réalité, chaque détail exactement comme elle l'avait imaginé. Mathieu arrêta de jouer un moment, se tournant vers eux. « Je peux aider? Je veux faire des musiques pour tous les papillons qui vont habiter là-bas. » Sophie sourit, échangeant un regard significatif avec François. « Bien sûr que tu peux, Mathieu. En fait, je pense que tu as déjà commencé. Tu crées la bande sonore parfaite pour le rêve de ta mère. » L'automne peignait le ciel de tons dorés lorsque les travaux de la maison des papillons commencèrent. Le terrain près du lac, qu'Élise avait choisi des années auparavant, se transformait jour après jour. François supervisait personnellement chaque détail, toujours avec les dessins originaux en main, s'assurant que chaque ligne du projet de sa femme soit respectée. Sophie avait réduit ses heures à l'hôpital pour se consacrer au développement du programme thérapeutique du nouveau centre. Ses après-midi étaient maintenant partagés entre les séances avec Mathieu, qui continuait à progresser de façon impressionnante, et des réunions avec une équipe multidisciplinaire qui aiderait à donner vie aux rêves d'Élise. « Regarde, Mathieu !» s'exclama-t-elle par un après-midi particulièrement beau, tandis qu'ils observaient les travaux à travers la fenêtre de la voiture de François. Les murs de l'aile et commencent déjà à former les ailes du papillon. Le garçon, assis dans son siège spécial et tenant le fidèle Léo, pressa son visage contre la vitre de la voiture, ses yeux brillants d'excitation. « Papa, on peut s'approcher ?» François échangea un regard avec Sophie par le rétroviseur. Ces dernières semaines, Mathieu avait commencé à former des phrases complètes, chaque mot une petite victoire qui réchauffait leur cœur. « Bien, sûr que nous pouvons, » répondit-il, manœuvrant la voiture en direction du chantier. « En fait, j'ai une surprise pour vous deux. » Ils se garèrent près du chantier principal, où une tente blanche avait été montée. Sous elle, une maquette détaillée de la maison des papillons reposait sur une table, entourée de divers professionnels qui conversaient avec animation. « Monsieur Dubois !» Docteur Pierre fit signe, s'approchant du groupe. « Vous arrivez juste à temps. Nous étions justement en train de discuter du projet de la salle de musicothérapie. » Mathieu, avec l'aide de Sophie, se déplaça dans son fauteuil jusqu'à la maquette, ses yeux parcourant chaque détail avec fascination. « Regarde, Léo !» chuchota-t-il à la poupée. « Ce sera l'endroit le plus beau du monde. » Sophie remarqua quelque chose de spécial dans la maquette, de petits points colorés dispersés au plafond de plusieurs salles. « Ce sont des lumières spéciales ?» demanda-t-elle, curieuse. François sourit, ses yeux brillants d'émotion contenue. Élise avait cette idée. Elle voulait créer un système d'éclairage qui changerait de couleur selon la musique jouée. Chaque salle aura son propre ciel musical. « Comme une aurore boréale de son », s'exclama Mathieu, surprenant tout le monde par son analogie poétique. Docteur Pierre ajusta ses lunettes, visiblement ému. « Tu sais, Mathieu, c'est toi qui as inspiré beaucoup de médecins de l'hôpital à croire en différentes formes de guérison. Maintenant,
nous avons une liste d'attente de professionnels qui veulent faire partie de ce projet. » Sophie observa quand Mathieu tendit la main pour toucher la maquette, ses doigts traçant délicatement le contour des ailes du bâtiment. « Papa » appela-t-il, sa voix claire et décidée. « Je peux te demander quelque chose ?» François s'agenouilla à côté du fauteuil de son fils. « Bien sûr, mon fils. Que veux-tu ?»« Je veux apprendre à marcher à nouveau, » dit Mathieu, ses yeux fixés sur la maquette. « Je veux pouvoir me promener dans tous les recoins de la maison des papillons quand elle sera prête. » Un silence ému tomba sur le groupe. Sophie sentit ses mains trembler légèrement. C'était la première fois que Mathieu exprimait verbalement le désir de remarcher. « Mon fils », François respira profondément, contrôlant l'émotion. « Nous allons faire en sorte que cela arrive, je te le promets. » Docteur Pierre s'éclaircit la gorge, nettoyant discrètement ses lunettes embuées. « En fait, nous sommes déjà en contact avec des spécialistes en réadaptation motrice. Avec la bonne combinaison de thérapie et de musique, » interrompit Mathieu, enthousiaste. Sophie a dit que la musique aide le corps à se souvenir comment bouger. Sophie sourit, se rappelant les recherches qu'elle avait étudiées sur la musicothérapie dans la réadaptation motrice. « Exactement, Mathieu. Et tu sais quoi? Je pense que Léo adorera être ton partenaire de danse quand tu seras prêt. » François observait l'interaction, émerveillé par la transformation de son fils. Le garçon qui, il y a quelques mois à peine, réagissait à peine au monde extérieur, parlait maintenant de danser, de rêve, d'avenir. « Monsieur Dubois », appela l'un des architectes, s'approchant avec un dossier de documents, « nous avons besoin de votre approbation pour le projet du jardin sensoriel. »« Ah, celui-là est spécial !» s'exclama Sophie, reconnaissant les dessins. Élise a planifié chaque détail en pensant aux différents besoins sensoriels des enfants. Mathieu se pencha pour voir les dessins, tenant toujours Léo contre sa poitrine. « Il y aura de la lavande ?» demanda-t-il, se souvenant du parfum que Marguerite gardait vivant dans la maison. « Oui, mon fils, » répondit François, la voix étranglée. « Ta mère a prévu tout un parterre uniquement de lavande. Elle disait que c'était le parfum de l'espoir. » L'hiver arriva, mais le froid ne ralentit pas le rythme des travaux de la maison des papillons. À l'intérieur du manoir des Dubois, des transformations tout aussi importantes se produisaient. La salle de musique, autrefois improvisée, était devenue un espace thérapeutique complet, avec des équipements spéciaux pour la réadaptation motrice. « Très bien, Mathieu », encourageait Sophie, tandis que le garçon s'appuyait sur les barres parallèles récemment installées. « Tu te souviens de notre chanson spéciale pour les exercices ?» Mathieu sourit, concentré à faire bouger ses jambes. Léo était stratégiquement positionné à la fin des barres, comme un objectif à atteindre. « La chanson de l'oiseau courageux », répondit-il, commençant à fredonner doucement. François, qui avait commencé à travailler davantage à la maison pour accompagner la réadaptation de son fils, observait depuis la porte son ordinateur portable oublié sur une table proche. Chaque petit mouvement de Mathieu était une victoire qui faisait battre son cœur plus fort. « Regarde », commenta Sophie, remarquant comment les jambes du garçon répondaient mieux quand il chantait. « On dirait que tes muscles aiment aussi la musique. » Docteur Pierre, qui venait régulièrement suivre les progrès de Mathieu, prenait des notes sur son bloc. « C'est fascinant, » murmura-t-il, « comment le rythme de la musique aide à la coordination motrice. » Mathieu continuait son exercice. Chaque pas petit mais déterminé. Ses mains serrèrent les barres avec force, mais son visage ne montrait pas de douleur, seulement de la concentration et une joie sereine qui semblait illuminer tout l'environnement. « Papa !» appela-t-il, sans détourner les yeux de son objectif. « Raconte encore cette histoire, de la première fois où maman t'a vu danser. » François rit, s'approchant des barres. « Ah, cette histoire! J'étais à une soirée de bienfaisance essayant d'impressionner quelques investisseurs avec mes pas de danse maladroits. Ta mère était la pianiste engagée pour l'événement. « Et elle a ri de ta danse ?» demanda Mathieu, faisant un autre pas prudent. « Non, mon fils. Elle est descendue de la scène, jouant toujours sur un clavier portable, et est venue m'apprendre les bons pas. Elle disait que chaque musique a sa propre danse. Il suffit d'écouter avec le cœur. » Sophie observa quand Mathieu atteignit la moitié des barres, sa plus grande distance jusqu'alors. « C'est ça, mon chéri. Tu écoutes avec ton cœur. Exactement. Comme ta mère t'a appris. » C'est à ce moment que quelque chose d'extraordinaire se produisit.
Mathieu, concentré sur la musique qu'il fredonnait, lâcha l'une de ses mains des barres. Pendant un bref instant, il resta appuyé seulement sur une barre et ses propres jambes. « Sophie !» appela-t-il, sa voix tremblant d'excitation. « J'y arrive !» François bougea instinctivement vers l'avant, prêt à soutenir son fils. Mais Sophie lui fit signe d'attendre. « Laissez-le sentir ce moment », chuchota-t-elle. Mathieu maintint l'équilibre pendant quelques secondes précieuses avant de reprendre la barre à deux mains. Son visage rayonnait de fierté et d'accomplissement. « Mon fils !» La voix de François était étranglée. « Tu es incroyable !» Docteur Pierre prenait des notes frénétiques sur son bloc. « C'est extraordinaire. La combinaison de musique et de physiothérapie produit des résultats au-delà de nos attentes. » Sophie s'approcha de Mathieu, lui offrant de l'eau et un moment de repos. « Tu sais ce que Léo m'a dit ?» commenta-t-elle avec un sourire complice. « Qu'il a hâte de danser avec toi à l'inauguration de la Maison des Papillons. » Les yeux du garçon brillèrent. « Je vais danser à l'inauguration, je le promets. » François s'assit à côté de son fils, passant affectueusement la main dans ses cheveux. « Élise disait toujours que tu avais la musique dans les veines. Je pense qu'elle avait raison, comme toujours. »« Monsieur Dubois » appela Sophie doucement. « Je pense qu'il est temps de montrer à Mathieu la surprise que nous avons préparée. » François acquiesça, se levant pour chercher quelque chose dans une pièce adjacente. Il revint portant une boîte, joliment décorée avec des papillons peints à la main. « Ce sont tes premières orthèses », expliqua-t-il, ouvrant la boîte pour révéler une paire de supports pour les jambes, peints avec un motif d'ailes de papillon en ton de bleu, personnalisé, comme tu l'avais demandé. Mathieu toucha les supports avec révérence. « Elles sont magnifiques, on dirait de vraies ailes. » Sophie l'aida à essayer les orthèses, ajustant chaque boucle avec soin. « Maintenant, tu as tes propres ailés, comme les papillons de la maison dont ta mère a rêvé. » « Et tu sais quoi d'autre ?» ajouta François, sa voix chargée d'émotion. « Nous avons trouvé d'autres dessins de ta mère. Elle avait conçu une scène spéciale dans le jardin, près du lac. Elle disait que ce serait l'endroit parfait pour des représentations au coucher du soleil. » Le printemps arriva, apportant des couleurs vibrantes au jardin de la Maison des Papillons. Les lavandes plantées quelques mois plus tôt commençaient à fleurir, créant un tapis violet qui ondulait doucement avec la brise. L'inauguration était prévue un mois plus tard, et les derniers détails étaient finalisés avec une dédicace méticuleuse. Sophie arriva tôt ce matin-là au manoir des Dubois, portant une surprise spéciale dans son sac. Elle trouva Mathieu, déjà dans la salle de musique, s'exerçant avec ses nouvelles orthèses tandis que François l'observait, fier. « Bonjour la famille !» les salua-t-elle, souriant en voyant les progrès évidents du garçon. Mathieu pouvait maintenant faire plusieurs pas consécutifs, ne s'appuyant que légèrement sur les barres. « J'ai apporté quelque chose de spécial aujourd'hui. » Mathieu, qui venait d'atteindre Léo à la fin des barres, se tourna, curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie sortit de son sac un petit violon, parfaitement adapté à la taille d'un enfant. « Tu te souviens quand tu as dit que tu voulais jouer d'un instrument que tu pourrais porter en marchant ? Eh bien, j'ai pensé que peut-être... » Les yeux du garçon brillèrent d'excitation. « Un violon, comme celui que maman jouait sur les photos dans le jardin. » François s'approcha, visiblement ému. « Comment saviez-vous ? Marguerite m'a montré d'autres photographies, » expliqua doucement Sophie. « J'ai remarqué que Mathieu s'attardait toujours sur les photos où Élise jouait du violon dans le jardin. » Mathieu, encore appuyé sur la barre d'une main, tendit l'autre pour toucher l'instrument. « Je peux essayer ? » « Bien sûr, » répondit Sophie, s'approchant avec le violon. « En fait, j'ai une théorie. Je pense que jouer du violon aidera encore davantage ta coordination motrice. C'est comme une danse entre les bras et les jambes. » François observa, tandis que Sophie aidait Mathieu à positionner correctement le violon. Le garçon, qui montrait déjà un talent naturel pour la musique, tint l'instrument avec une familiarité surprenante. « On dirait qu'il le connaît déjà, » commenta François, la voix étranglée. Élise jouait souvent pour lui quand il était encore dans son ventre. Sophie sourit, ajustant doucement la posture de Mathieu. Le corps a une mémoire extraordinaire. Parfois, nos cellules gardent des mélodies que nous ne savions même pas connaître. Avec soin et patience, Sophie commença à lui enseigner les premiers mouvements de l'archet sur les cordes. Mathieu, concentré, produisit les premiers sons, désaccordés mais pleins de promesses. « Papa », appela-t-il enthousiaste, « tu entends ? Je fais de la musique debout.
En effet, Mathieu avait momentanément oublié sa limitation, trop concentré sur le nouvel instrument pour se rendre compte qu'il maintenait presque seul son équilibre. François échangea un regard significatif avec Sophie. C'était exactement ce qu'elle avait prévu. La musique n'était pas seulement une thérapie, c'était un pont vers des reconquêtes encore plus grandes. Dubois, appela doucement Sophie. Je pense qu'il est temps de montrer à Mathieu l'autre cadeau. François acquiesça, quittant brièvement la salle. Il revint portant un étui de violon ancien, magnifiquement conservé. « Mon fils, dit-il, ouvrant l'étui avec un soin révérencieux, c'était le violon de ta mère. Elle a laissé une lettre, disant qu'un jour il serait à toi. » Mathieu baissa son petit violon, s'approchant avec des pas prudents de l'étui. À l'intérieur, outre l'instrument parfaitement conservé, il y avait une enveloppe jaunie avec son nom écrit dans l'écriture délicate d'Élise. « Tu veux que je te la lise ?» proposa François. Mathieu secoua la tête, déterminé. « Non, je veux la lire tout seul. Mais d'abord... » Il se tourna vers Sophie, ses yeux brillants de détermination. « Je veux apprendre la chanson de l'oiseau bleu au violon. Je veux jouer à l'inauguration de la maison des papillons. » Sophie sentit ses yeux s'embuer. « Tu es sûr? Nous n'avons qu'un mois ?»« Oui, » affirma Mathieu avec conviction. « Et je veux faire une surprise. Je veux que ce soit un cadeau pour papa et pour maman. » François dut s'asseoir, submergé par l'émotion. Mathieu continua, sa voix gagnante en assurance. « Sophie, tu peux m'apprendre. S'il te plaît, je promets de m'exercer tous les jours. »« Bien sûr que je peux, » répondit-elle, essuyant discrètement une larme. « En fait, je pense que ta mère a déjà commencé cet enseignement il y a longtemps. » Mathieu sourit, reportant son attention sur le petit violon. Avec une détermination qui rappelait clairement Élise, il positionna l'instrument et commença à essayer les premiers accords de la chanson qui avait bercé toute son histoire. Marguerite, qui observait discrètement depuis la porte, murmura quelque chose qui ressemblait à une prière. La musique ramène tout le monde à la maison. Et c'était vraiment le cas. Dans la salle de musique du manoir des Dubois, tandis qu'un garçon apprenait à faire ses premiers pas dans la danse entre musique et mouvement, les rêves d'Élise prenaient à nouveau leur envol, se transformant en une symphonie de recommencement. Les semaines précédant l'inauguration de la Maison des Papillons furent intenses. Mathieu se consacrait avec une détermination extraordinaire aux répétitions de violon, partageant son temps entre la musique et les exercices de réadaptation. Sophie venait 2 fois par jour, adaptant ses horaires de cours à l'hôpital pour pouvoir accorder plus d'attention au projet spécial de son petit élève. « Encore une fois ?» demandait Mathieu, même quand ses bras montraient déjà des signes de fatigue. Léo, son éternel compagnon, assistait maintenant aux répétitions assis sur une petite chaise spéciale que Marguerite avait confectionnée, décorée de petits papillons brodés. Un après-midi particulièrement productif, alors que Mathieu pratiquait une partie spécialement difficile de la musique, Sophie remarqua quelque chose de différent dans sa posture. « Mathieu » appela-t-elle doucement. « Tu as remarqué que tu es debout depuis presque 1 heure sans t'appuyer sur rien ?» Le garçon arrêta de jouer, surpris par cette réalisation. En effet, il était si concentré sur la musique qu'il avait complètement oublié ses limitations. François, qui travaillait sur son ordinateur portable dans un coin de la salle, leva immédiatement les yeux. « C'est vrai, mon fils, tu es... »« Ne dis rien !» interrompit Mathieu, un sourire espiègle sur les lèvres. « Si tu le dis, je m'en souviens et je deviens nerveux. Laisse-moi juste continuer à jouer. » Sophie échangea un regard ému avec François. C'était exactement ce qu'elle avait théorisé. La musique créait de nouvelles voies neurales, aidant le corps de Mathieu à redécouvrir des mouvements qui semblaient perdus. « Tu sais, » commenta-t-elle, tandis que Mathieu recommençait à jouer, « ta mère a écrit quelques articles sur la musicothérapie. Marguerite les a trouvés parmi ses papiers. Elle croyait que la musique avait le pouvoir de reconnecter le corps avec des souvenirs endormis. » Mathieu s'arrêta à nouveau, ses yeux brillants d'intérêt. « C'est vrai, elle a écrit sur ça. » François ferma son ordinateur portable, s'approchant. « Oui, mon fils. Ta mère était diplômée en musique, mais elle étudiait la thérapie. Musicale quand... » Sa voix faiblit un moment. « Quand elle nous a quittés. C'est pour ça que le projet de la Maison des Papillons avait tant de salles de musique, » s'exclama Mathieu, les pièces s'assemblant dans son esprit, jeune mais perspicace. « Elle savait déjà !»
Sophie sourit, ajustant délicatement la position de l'archet dans les mains de Mathieu. Ta mère était une visionnaire. Et tu sais quoi? Je pense qu'elle serait très fière de voir comment tu transformes sa théorie en réalité. Mathieu replaça le violon, mais avant de recommencer, il demanda « Sophie, tu crois que le jour de l'inauguration, je pourrais jouer et marcher en même temps ?»« J'en suis certaine. » répondit-elle avec conviction. « En fait, tu le fais déjà maintenant même. » Le garçon regarda ses pieds, réalisant qu'il avait fait plusieurs pas pendant qu'il parlait, sans aucun soutien. Ses yeux se remplirent de larmes de joie. « Papa » appela-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Je pense que je suis prêt à lire la lettre de maman. » François se leva immédiatement, allant chercher l'enveloppe qui était restée dans l'étui du vieux violon. Mathieu s'assit sur le banc du piano, tenant toujours son propre violon, tandis que son père lui remettait la lettre d'une main tremblante. Sophie fit mine de sortir pour laisser de l'intimité à la famille, mais Mathieu la rappela. « Reste, s'il te plaît, tu fais aussi partie de cette histoire maintenant. » Avec des doigts soigneux, Mathieu ouvrit l'enveloppe. L'écriture délicate d'Élise remplissait 2 pages de mots qui semblaient danser sur le papier. « Mon petit oiseau bleu », commença-t-il à lire à haute voix, sa voix claire et ferme. « Si tu lis cette lettre, cela signifie que la musique a retrouvé son chemin vers ton cœur. » François s'assit à côté de son fils, entourant ses épaules d'un bras protecteur. Sophie resta debout, près de Léo, sentant qu'ils étaient sur le point d'assister à un autre moment crucial dans ce parcours extraordinaire de guérison et d'amour. Le silence dans la salle de musique était presque palpable, tandis que Mathieu continuait à lire la lettre de sa mère, sa jeune voix portant chaque mot avec émotion. « Mon petit oiseau bleu, si tu lis cette lettre, cela signifie que la musique a retrouvé son chemin vers ton cœur. J'ai toujours su que cela arriverait. La musique est dans ton ADN, dans les souvenirs les plus profonds de ton être. Depuis que tu étais dans mon ventre, tu répondais à chaque mélodie par de petits mouvements de danse, comme si tu savais déjà que tu étais né pour voler. Ce violon que je te laisse a une histoire spéciale. C'est avec lui que j'ai joué pour la première fois pour ton père, lors d'une soirée de bienfaisance où il essayait, maladroitement, d'impressionner quelques investisseurs avec ses pas de danse. Il a toujours été meilleur avec les chiffres qu'avec le rythme. Mais cette nuit-là, quelque chose de magique s'est produit. La musique nous a connectés d'une façon que les mots n'auraient jamais pu. Mathieu, mon amour, si tu tiens cet instrument maintenant, tu as probablement déjà découvert le pouvoir transformateur de la musique. Il ne s'agit pas seulement de notes et de mélodies, il s'agit de guérison, de connexion, de renaissance. Dans mes études sur la musicothérapie, j'ai appris que notre corps garde des souvenirs musicaux qui peuvent s'éveiller même dans les moments les plus difficiles. Avec cette lettre, je te laisse aussi mes rêves pour la Maison des Papillons. Je sais que cela peut sembler n'être qu'un projet architectural, mais c'est bien plus. C'est un lieu où d'autres enfants, comme toi, pourront découvrir que les limitations ne sont que des points de départ pour de nouveaux envols. Demande à ton père de te raconter l'histoire des papillons bleus qui sont apparus dans le jardin le jour où nous avons découvert que tu étais en route. Il n'en a probablement pas parlé avant. Ton père a toujours été plus réservé avec ses émotions. Mais ce jour-là, il a pleuré de joie, en voyant comment les papillons dansaient dans l'air, comme s'ils célébraient ton arrivée. Mon fils, si un jour la vie t'apporte des défis qui semblent impossibles à surmonter, souviens-toi, tu as de la musique dans les veines et des ailes dans le cœur. Rien ne peut empêcher un petit oiseau bleu de voler quand il découvre sa propre chanson. Mathieu fit une pause, ses mains tremblant légèrement. François, à ses côtés, avait des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage. Sophie restait calme, respectant l'intensité du moment. « Il y a encore plus », chuchota Mathieu tournant la page. « Et si un jour tu rencontres quelqu'un de spécial, quelqu'un qui parvient à voir au-delà des apparences et à toucher ton âme, avec la même douceur que la musique touche nos cœurs, remercie. Ces personnes sont des anges déguisés, envoyés pour nous rappeler que l'amour a de nombreuses façons de se manifester. François, mon amour, parce que je sais que tu seras aux côtés de Mathieu quand il lira cette lettre, permets-toi aussi de voler. L'amour est comme la musique. Il est toujours autour de nous, attendant simplement que nous ouvrions nos cœurs pour l'entendre à nouveau. Et à la personne qui aide mon petit oiseau à redécouvrir ses ailes, merci.
Merci de voir ce que j'ai toujours su, qu'à l'intérieur de ce garçon existe une symphonie entière qui attend d'être jouée. Avec tout mon amour éternel, maman PS. Mathieu, ne laisse pas ton père abandonner la danse. Il n'a peut-être pas le rythme, mais il a le cœur le plus musical que j'ai jamais connu. Mathieu abaissa la lettre, ces derniers mots résonnant dans la salle, maintenant remplis d'émotion. François l'étreignit fortement, des années de sentiments réprimés trouvant enfin leur libération. Sophie essuya discrètement ses propres larmes, comprenant qu'Élise avait, d'une certaine façon, tout prévu. Le besoin de guérison par la musique, l'importance de garder le cœur ouvert à de nouvelles connexions. « Papa » appela doucement Mathieu, « tu ne m'as jamais parlé des papillons bleus. » François respira profondément, se recomposant. « C'était l'un des jours les plus spéciaux de ma vie. Ta mère était dans le jardin, jouant ce même violon, quand un groupe de papillons bleus est apparu de nulle part. Ils ont commencé à voler en cercles autour d'elle, comme s'ils dansaient. C'est à ce moment qu'elle m'a dit que tu étais en route. » Mathieu sourit, regardant son propre violon. « C'est pour ça qu'elle a écrit la chanson de l'oiseau bleu ?»« Oui, » répondit François. « Elle disait que tu étais notre petit miracle bleu, notre plus belle musique. » Sophie observa quand Mathieu se leva, déterminé, positionnant le violon. Sans aucun appui, il commença à jouer les premiers accords de la chanson de l'oiseau bleu. Ses pieds bougeaient naturellement comme s'il dansait avec la mélodie. « Regarde, papa !» s'exclama-t-il entre une note et une autre. « Je vole !» Il ne restait qu'une semaine avant l'inauguration de la Maison des Papillons. Le lieu était pratiquement prêt, chaque détail méticuleusement exécuté selon les dessins d'Élise. Le jardin de lavande fleurissait exubérant, créant un tapis violet qui encadrait le bâtiment en forme de papillon. Sophie avait organisé une répétition générale dans l'amphithéâtre, en plein air, près du lac. Mathieu, portant une chemise bleue spécialement choisie pour l'occasion, pratiquait ses pas tout en tenant le violon, maintenant beaucoup plus confiant dans ses mouvements. « Tu te souviens de ce que nous avons convenu ?» demanda Sophie, ajustant le petit microphone de revers que Mathieu porterait lors de la présentation. « Tu commences au début du chemin de pierre, et je joue tout en marchant jusqu'à la scène, » compléta-t-il enthousiaste, « et quand j'y arrive, je fais la surprise. » François, qui supervisait les derniers ajustements du système d'éclairage, ne put s'empêcher de sourire. La surprise que Mathieu avait préparée était un arrangement spécial de la chanson de l'oiseau bleu, incorporant des éléments d'autres chansons qu'Élise avait l'habitude de jouer. Marguerite arriva portant une boîte mystérieuse. « Mathieu, mon chéri, j'ai apporté quelque chose de spécial pour toi. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un petit costume bleu royal, avec des détails rappelant des ailes de papillon sur les épaules. « Il était à ta taille quand il avait ton âge, » expliqua-t-elle, regardant François. Madame Élise l'avait gardé avec tant de soin. Mathieu toucha le tissu avec révérence. « Je peux le porter le jour de l'inauguration ?»« Bien sûr, mon fils, » répondit François, la voix étranglée. « Ta mère adorerait te voir le porter. » La répétition commença. Mathieu se positionna au début du chemin de pierre, Léo soigneusement placé sur une chaise au premier rang. Les lumières du crépuscule créaient un décor magique, se reflétant dans les eaux du lac. Aux premiers accords du violon, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un groupe de papillons bleus, attirés peut-être par le jardin de lavande, commença à voler autour du lieu. Sophie retint son souffle, se rappelant l'histoire que François avait racontée. Mathieu entama sa marche, jouant avec une aisance qui émouvait tout le monde. Ses pas étaient fermes, assurés, comme s'il n'avait jamais eu de difficulté à marcher. La musique coulait naturellement, résonnant dans l'espace ouvert. Dr Pierre, qui était arrivé discrètement avec Dr Michel pour observer la répétition, chuchota. « C'est cliniquement impossible. Sa récupération défie toutes les statistiques. » Michel, qui ces derniers mois était devenu l'un des plus grands défenseurs du projet, répondit simplement « Certaines guérisons vont au-delà de la science que nous connaissons. » Quand Mathieu atteignit la scène, sa surprise fut révélée. La musique se transforma en un medley qui incluait des extraits de Pour Élise, la première musique qu'Élise avait enseignée à François, et se terminait par une version particulièrement émouvante de la chanson de l'oiseau bleu. François ne put contenir ses larmes. Sophie s'approcha de lui, offrant silencieusement son soutien. Les papillons continuaient leur danse aérienne, comme s'ils participaient à la représentation. « Sophie » appela Mathieu en terminant,
ses yeux brillants de joie. « Tu crois que maman a envoyé les papillons ?» Elle sourit, montant sur scène pour l'étreindre. « J'en suis certaine, mon chéri. Elle est ici, dansant avec chaque note que tu joues. » François les rejoignit sur scène, serrant son fils avec force. « Mon fils, tu es extraordinaire. Ta mère, elle a toujours su de quoi tu serais. Capable. » Mathieu sourit, regardant Léo au premier rang. « Ce n'était pas seulement moi, papa. C'était la musique, c'était Sophie, c'était toi, c'était tout le monde ensemble. Maman l'a dit dans la lettre. L'amour est comme la musique. Il est toujours autour de nous. » Les papillons bleus continuaient leur vol gracieux au-dessus du lac, leurs ailes reflétant les derniers rayons du soleil. Dans le ciel, des nuages rosés formaient des motifs rappelant des portées musicales, comme si l'univers lui-même se préparait pour la grande célébration à venir. Le jour de l'inauguration de la Maison des Papillons se leva sous un ciel d'un bleu extraordinaire. Le bâtiment, avec ses ailes majestueuses embrassant le lac, semblait prêt à s'envoler. Des centaines de personnes arrivaient, remplissant l'espace d'une énergie d'attente et d'espoir. Dans la salle spécialement préparée pour les artistes, Mathieu ajustait le petit costume bleu royal qui avait appartenu à son père. Sophie, vêtue d'une robe couleur lavande, l'aidait avec son nœud papillon. « Nerveux ?» demanda-t-elle, remarquant comment les doigts du garçon tambourinaient légèrement sur le violon. « Un petit peu », admit Mathieu, se regardant dans le miroir. Mais Léo dit que c'est normal d'avoir des papillons dans le ventre les jours spéciaux. François entra dans la salle, portant lui aussi un costume bleu assorti à celui de son fils. Ses yeux brillaient de fierté et d'émotion contenue. « Mon fils, j'ai apporté quelque chose pour toi. » Dans ses mains se trouvait une petite boîte en velours. À l'intérieur, une broche délicate en forme de papillon, sertie de petits saphirs. « Elle appartenait à ta mère, » expliqua-t-il, la voix étranglée. Elle la portait lors de notre première représentation ensemble. Sophie aida à attacher la broche sur le revers de Mathieu, qui toucha le bijou avec révérence. « Maintenant, elle sera encore plus proche pendant ma présentation, » murmura-t-il. À l'extérieur, le brouhaha augmentait. Dr Pierre entra précipitamment dans la salle. « Tout est prêt. La presse est arrivée. Les familles des premiers enfants qui seront prises en charge sont également là. Et les lumières du ciel musical ?» demanda Mathieu, faisant référence au système spécial d'éclairage que sa mère avait conçu. « Elle fonctionne parfaitement, » assura le médecin. « Ce sera magnifique. » Marguerite apparut portant Léo, maintenant vêtue d'un petit costume qu'elle avait cousu spécialement pour l'occasion. « Ton ami est prêt pour le grand moment, » sourit-elle, plaçant la poupée dans les bras de Mathieu. « Sophie, » appela doucement Mathieu, « peux-tu garder Léo pendant ma présentation ? Il n'a jamais vu la chanson de l'oiseau bleu depuis le public. » L'infirmière sentit ses yeux s'embuer. C'était la première fois que Mathieu confiait son précieux ami à quelqu'un. « Ce sera un honneur, mon chéri. Je suis sûr que Léo appréciera sa perspective spéciale du spectacle. » François consulta sa montre. « Il est l'heure, mon fils, on y va ?» Mathieu acquiesça, mais avant de sortir, il demanda un moment. Il alla jusqu'à la fenêtre, d'où il pouvait voir le jardin de lavande ondulant doucement avec la brise. « Maman, » murmura-t-il, « merci de n'avoir jamais laissé la musique s'arrêter. » Le groupe suivit les couloirs de la Maison des Papillons, passant par des salles qui seraient bientôt remplies d'enfants, découvrant leur propre mélodie de guérison. Les murs, peints en tons doux, arboraient des phrases inspirantes, écrites avec la calligraphie d'Élise tirée de ses journaux et notes. En arrivant au point initial du chemin de pierre, où Mathieu commencerait sa présentation, une surprise les attendait. Dr Michel était là, tenant un bouquet de fleurs bleues. « Mathieu, dit-il, s'agenouillant pour être à la hauteur du garçon, tu m'as appris que parfois nous devons abandonner nos certitudes pour trouver de véritables miracles. Ces fleurs sont pour toi. » Mathieu accepta le bouquet avec un sourire radieux. « Merci, docteur. Voulez-vous vous asseoir au premier rang? C'est le meilleur endroit pour voir les papillons danser. » Le médecin, visiblement ému, se contenta d'acquiescer avant de se diriger vers sa place. Sophie embrassa Mathieu une dernière fois avant de rejoindre sa place dans le public, emmenant Léo avec elle. François se préparait également à partir, mais son fils le retint. « Papa » appela Mathieu, ses yeux brillants d'une sagesse au-delà de son âge. « Maman avait raison à propos de ton cœur, le plus musical du monde. Je peux l'entendre, tu sais, chaque fois que tu souris. » François serra son fils fortement contre lui,
s'autorisant un moment de vulnérabilité complète. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux mais aussi des sourires radieux. Les premières notes de l'orchestre commencèrent à résonner, annonçant le début de la cérémonie. Mathieu se positionna, violon en main, prêt pour son entrée triomphale. Dans le ciel, comme un cadeau divin, un groupe de papillons bleus commença à tournoyer au-dessus du lac, leurs ailes scintillant sous la lumière du soleil matinal. Le moment était arrivé. Aux premiers accords de l'orchestre, Mathieu entama sa marche sur le chemin de pierre, son violon produisant les notes cristallines de la chanson de l'oiseau bleu. Chaque pas était ferme, confiant, comme s'il flottait sur le sol de marbre. Au premier rang, Sophie tenait doucement Léo, ses larmes silencieuses se mêlant à son sourire. Radieux. François, assis à ses côtés, observait son fils avec une expression d'amour pur et d'admiration. Marguerite, Dr Pierre et Dr Michel complétèrent la rangée, chacun d'eux étant une partie fondamentale du voyage extraordinaire qui les avait amenés jusqu'ici. À mesure que Mathieu s'approchait de la scène, les lumières spéciales du ciel musical commençaient à danser, créant des motifs qui accompagnaient chaque note. Bleu, doré et argenté s'entrelacèrent dans l'air, réalisant le rêve qu'Élise avait dessiné tant d'années auparavant. Le public assistait dans un silence révérencieux, hypnotisé par la vision du petit musicien qui non seulement jouait, mais racontait une histoire de dépassement à travers chaque mouvement. Les papillons bleus continuaient leur danse aérienne comme s'ils faisaient partie de la présentation. En atteignant la scène, Mathieu commença sa surprise spéciale, le medley qu'il avait préparé. Les notes de « Pour Élise » amenèrent des larmes aux yeux de François, lui rappelant le moment où il était tombé amoureux d'Élise. La transition vers la chanson de l'oiseau bleu fut douce comme un soupir, chargée d'émotion et de signification. C'est alors que quelque chose de magique se produisit. Tout en jouant, Mathieu commença à se déplacer sur la scène avec une grâce naturelle, ses pieds glissant comme s'il dansait avec le vent. Il ne restait plus aucune trace de l'enfant qui avait un jour perdu la capacité de marcher. À sa place se tenait un artiste accompli, libre, volant de ses propres ailes. Sophie serra Léo contre sa poitrine, sentant comme si son cœur pouvait exploser de joie. François prit sa main, un geste silencieux de gratitude et d'affection qui disait plus que 1000 mots ne pourraient exprimer. Les dernières notes de la musique flottèrent dans l'air comme de petites étoiles sonores. Mathieu baissa son violon et, pour la première fois depuis le début de la présentation, regarda directement le public. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure qui illuminait tout son visage. « Cette musique, dit-il au microphone, sa voix claire et confiante, est pour tous les papillons qui vont encore apprendre à voler ici. Elle est pour mon père, qui n'a jamais renoncé à moi, pour Sophie qui m'a aidé à trouver mes ailes, et surtout, il fit une pause regardant vers le ciel où les papillons dansaient encore, pour ma mère qui a planté de la musique dans nos cœurs et nous a appris que l'amour est la mélodie la plus forte qui existe. Le public éclata en applaudissements émus. François monta sur scène, serrant son fils avec force. Sophie les rejoignit apportant Léo. En quelques secondes, ils formèrent une étreinte collective qui incluait Marguerite, Dr Pierre, Dr Michel et plusieurs membres de l'équipe qui avaient rendu ce rêve possible. « Regarde, papa !» s'exclama soudain Mathieu pointant vers le lac. Le soleil, se reflétant dans l'eau, créait un spectacle de lumière qui semblait faire briller tout le bâtiment de la maison des papillons en teintes de bleu et d'or. « Ta mère applaudit aussi », murmura François, embrassant le front de son fils. Sophie observa quand Mathieu sourit, un sourire si radieux et pur qu'il semblait illuminer tout l'environnement. La broche papillon sur son revers scintillait sous les lumières du ciel musical, comme si elle avait sa propre vie. « Tu sais, dit Mathieu, toujours dans l'étreinte de son père, je crois que j'ai compris ce que maman voulait dire dans sa lettre. Peu importe ce qui arrive, nous pouvons toujours voler. Il suffit de trouver notre propre musique. » Les papillons bleus firent un dernier vol circulaire au-dessus du lac,